Eh bien, bonjour tout le monde, ça se fait déjà, même si on s'est tous déjà vus, mais je suis assez impressionnée d'intervenir en premier dans cette manifestation, surtout que je connais plein de gens et c'est toujours plus difficile, je trouve, de parler devant les gens qu'on connaît. Donc moi, voilà, sur une idée de François Gannot d'ailleurs, je vais vous parler de cette transmission par les femmes entre ma mère, Renée Panis, moi, Blanche Panis, ma fille, Élodie Suarez, et j'ajouterai à la boucle Margot Pasquet, qui est presque ma deuxième fille, en fait. Parce qu'elle a suivi aussi cette espèce de filiation qui passe par l'école, mais pas que. Euh, alors, il peut sembler étrange d'impliquer ma mère dans cette transmission parce que une grande partie de mon héritage, danse, musique, chant du Berry, me vient de mon père. Soyons honnêtes. Pierre Panis, premier collecteur de danse de cette province, transmetteur passionné tout au long de sa vie. Il a formé des quantités de danseurs que j'ai retrouvés après, plus tard dans ma vie. Mais aussi dessinateur, créateur de décors et de costumes, élève de l'école des beaux-arts. Bon, un savoir-faire large et riche. Mais sans ma mère, son épouse, tellement de choses auraient été impossibles pour lui. Comme toujours, c'est ça le rôle des femmes des fois. Alors je vais vous montrer une photo de ma maman en costume de folklore avec sa coiffe de la châtre. Mais en fait, ma mère a très peu fait je dis de folklore parce qu'à l'époque on disait comme ça. Faut pas que ça vous choque. Moi, ça me dérange pas personnellement. On parle plus de folklore maintenant, mais à l'époque on en parlait. Euh, Elle en a fait un petit peu évidemment parce qu'elle a rencontré mon père, mais c'était pas trop son truc. Et je vais vous montrer une deuxième photo. Voilà, les jeunes mariés, ils sont beaux, hein. Euh, En fait, elle a joué le rôle que beaucoup de femmes jouent quand leur mari a quelque chose d'important, une carrière à mener. Donc, en premier lieu, elle a interrompu sa formation de préparateur en pharmacie qu'elle aimait beaucoup pour élever les enfants. On était 3. Parce que partir en enquête folklorique, selon les termes de l'époque, encadrer des stages de formation d'animateurs partout en France, donner des cours de danse le soir, diriger les répétitions du groupe folklorique Le Berry, ça fait un père et un mari souvent absents. Il s'était connu en faisant du théâtre dans une troupe amateur, elle a dansé un petit peu, mais son engagement auprès de lui, et c'est là que du coup c'est intéressant dans la transmission, a été bien plus important quand il a décidé d'organiser ses stages. C'était des stages jeunesse et sport, service de l'éducation populaire, bien encadrés, qui permettaient à des gens de tous les ans de faire des stages longs, ce qui n'existe plus maintenant, mais parce qu'à l'époque les stages étaient pris en charge par moitié par la jeunesse et les sports. Youhou! Alors à l'époque, ça s'organisait dans des CREPS, vous savez, centres régionaux d'éducation physique et sportive, lieu qu'il détestait, notamment à cause des horaires quasi militaires. Et ça, mon père ne pouvait pas supporter ça. Donc il a commencé à organiser ses stages au hameau des Grandes Poteries. Les Grandes Poteries, évidemment, ça parle à tous les danseurs et musiciens parce qu'on connaît les Grandes Poteries et tout le monde pense que c'est juste une bourrée. Les Grandes Poteries, c'est un hameau entre près de Neuvy les Deux Clochers, entre Bourges et Sancerre pour être plus large. Donc là, pour organiser des stages, il disposait de l'école du village, des 3 cafés, auberges, épiceries, forges, et c'est ma mère qui s'est chargée d'organiser l'intendance, les repas, les logements pour 40 stagiaires, avec l'aide active des habitants. Elle était vraiment au cœur de cette vie intense entre cours de danse, puis de vielle, veiller avec les danseurs de tradition des poteries et des environs, puis l'organisation d'un festival avec le groupe folklorique du Berry, un ensemble d'un autre pays européen invité pour 2 jours, enfin une grosse machine, ceci de 1959 à 1963. Et l'amitié réelle que mes parents avaient liée avec les habitants du hameau était autant du fait de ma mère, qui est une femme gaie, directe, au franc-parler, que de l'admiration de mon père pour ses danseurs. Et c'est vrai que ça a été... Attendez, j'essaie d'appuyer sur la... Voilà, c'est très rigolo. On est aux Grandes Poteries dans la cour de l'auberge Panariou, toute petite auberge. Et mon père et ma mère, que vous voyez là sur la gauche, oui, c'est sur votre gauche, reçoivent un groupe yougoslave. C'était en pleine époque des grands échanges avec les groupes étrangers qui venaient des pays de l'Est souvent. Et là, ma mère avait un rôle important parce que c'est quand même elle qui gérait tout.
et qui laissait mon père, lui, faire le danseur, faire l'enseignant, faire son boulot. Donc c'est dans cette transmission, elle a un rôle absolument essentiel pour moi. Et puis après, attends, j'ai une autre photo qui est rigolote aussi, parce qu'en fait, cette voilà, ils sont mignons. Les enfants des grandes poteries, qui sont pour une fois comme costumés en costume folklorique, évidemment, ils n'étaient pas. Et puis à gauche, la petite c'est moi, et après c'est ma sœur. Voilà, les Mimi, hein. Au-delà du côté Mimi de la chose, c'est qu'il y avait vraiment, ça a vraiment été un endroit où on était comme en famille, parce que ces gens étaient tellement, je crois, étaient tellement heureux que quelqu'un arrive dans leur village et s'intéresse à leur danse et s'intéresse à leur vie, et qu'il y a eu un partage vraiment très très fort. Et pour le coup, ma mère avait un grand rôle là-dedans. Mais donc voilà, les gamins des grandes poteries participaient aussi on participait à tout ça. J'en ai revu il n'y a pas si longtemps qui ont des souvenirs magnifiques. Mais là, on avait quand même tous les stagiaires de France qui venaient travailler avec Pierre Panis et qui avaient la grande chance le soir de danser avec des danseurs de tradition au bistrot. Et puis après, elle a continué en plus grand. Quand c'est les stages, parce qu'aux grandes poteries, c'était quand même extrêmement, comment dire, rudimentaire comme confort. Et un jour, l'inspecteur de la jeunesse et des sports a dit ah non, c'est pas possible. Bah oui, il y avait pas de douche, il y avait pas de, enfin bon. Mais à l'époque, tout le monde campait, tout le monde s'en foutait complètement. Voilà. Alors donc après mon stage, mon père a organisé ses stages au Pont Chrétien, dans le sud de l'Indre, où là les conditions d'accueil étaient, bon, c'était pas le confort qu'on connaît actuellement, mais étaient acceptables. Et pour le coup, ma mère gérait 2 mois entiers d'intendance, les inscriptions, les émargements des stagiaires, et puis les échanges, l'amitié, les difficultés aussi, car le festival accueillait cette fois des ensembles sur une durée de 15 jours. Ma mère, qui ne dansait ni n'enseignait, a pourtant été toujours très proche des stagiaires, capable d'une oreille attentive, respectueuse. D'autant que les formations d'animateurs se décomposant en degrés, allant du premier au troisième à cette époque, puis perfectionnement, certains apprenants revenaient 3 ou 4 années de suite, ce qui a donné pendant longtemps un côté assez familial à ces stages. Alors peut-être pas tout à fait assez rigoureux, mais c'était des stages atypiques et qui laissaient des souvenirs très forts aux participants, en plus d'une formation quand même à la danse traditionnelle solide et étendue. Et, euh, et vraiment, sans son rôle à elle, et ben, ces stages en dehors des crêpes et des choses un peu réglementaires n'auraient pas existé. C'est pour ça que pour moi, je trouve elle est là, elle est importante quand même. Elle est toujours dans ce travail et elle est là, moi, pour mon apprentissage à moi aussi, en fait. Elle a renoué quand même avec la collecte et les traditions plus tard, en publiant 2 livres, Le Bon Manger, puis Le Bon Manger et le Bon Boire. Voilà, certains ont connu ces livres, qui étaient le résultat d'une somme d'enquêtes et de recherches pendant plusieurs années sur la cuisine et l'alimentation paysanne. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'elle a repris un rôle, oui, c'est ça, elle s'est mise vraiment, elle, à collecter, à écrire, et à publier, ce qui était, je crois, pas une revanche pour elle, mais quand même, c'était important à un moment qu'elle fasse quelque chose elle-même, et pas seulement pour accompagner Pierre Panis. Je vais voir. Alors, je parlais de ma mère, mais et moi dans tout cela. Et ben cette organisation très familiale, très atypique, nous permettait aux enfants de suivre le mouvement. C'est-à-dire que moi, j'ai partagé mes vacances entre des sessions de danse avec des adultes qui venaient travailler dans les stages, des moments inoubliables où lors des veillées aux grandes poteries, où je voyais des hommes qui dansaient magnifiquement la bourrée, et puis les jeux avec les enfants du village. On allait moder, comme on dit dans cette partie du Berry. Vous savez ce que c'est, aller moder? C'est garder les bêtes au champ. Philippe Prieur serait là, il saurait. Bon, donc quelque chose de très très imbriqué dans le village. Et pour moi, en fait, c'est une vraie initiation à la danse traditionnelle qui commence. Et elle est double. C'est-à-dire que j'ai, dans les ateliers dirigés par mon père, ou les assistants, ou les gens qui l'invitaient, explications, démonstrations, conseils, toute la journée. Alors, quand j'étais enfant, je les suivais plus ou moins, mais à chaque fois, je chopais quelque chose, je m'apprenais, j'apprenais
les danses du Berry, mais aussi le cercle circassien qui n'a pas été inventé par les folkeux, mais qui existait avant. La cochinchine, toutes ces danses à visée pédagogique que mon père enseignait aussi pour former des danseurs. Et puis le soir, jusqu'à ce que ma mère décide de nous envoyer au lit, parce que des fois c'était un peu tard, eh ben je regardais Fernand Pesard, Lucien Branger, Robert Jacquot, Battiot et les autres danseurs danser avec passion et décontraction en même temps, ce qui est la caractéristique quand même des vrais danseurs. J'en prends plein les yeux. Les images sont toujours là. Je les ai toujours, jusqu'à ma mort, je crois que je les aurai. À noter qu'à cette époque-là, aux Grandes Poteries, une seule femme dansait la bourrée. Mais on a vu ça dans d'autres collectes. Une seule femme qui était surtout pas la débauchée du village, qui était une femme veuve, grande, habillée en noir, très sévère, qui tenait une épicerie, bistrot, comme tout le monde à l'époque. Quand il y a un bistrot, il faisait toujours un peu épicerie. Et elle acceptait de temps en temps de danser une bourrée, très, très sobrement, très, très sérieusement. Elle n'a pas accepté d'être filmée quand mon père a fait le film en 1949. Je pense que pour elle, c'était pas compatible. Je connais peu de l'histoire de cette femme, mais elle était veuve. Mais là, c'est la seule femme. Moi, j'ai interrogé d'autres femmes aux Grandes Poteries plus tard qui m'ont dit, bah non, nous, on n'avait pas appris. Parce qu'en fait, en 1949, quand les enquêtes commencent, c'est un petit aparté, mais c'est quand même intéressant. Bah dans les bals, on danse quand même du musette, on danse le tango, on danse un tas de choses. Et puis la guerre arrivant, qu'est-ce que font les gens des bals clandestins? Mais les bals clandestins, on peut pas forcément faire venir l'orchestre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On danse les choses qu'on a en mémoire. Et c'est vrai que les bourrées ont connu un regain, elles existaient toujours, mais il y a eu un regain de vie de la bourrée à ce moment-là, où les gars, ils ont sorti l'harmonica, où ils ont chanté, où ils ont dansé à la voix. Et ça a certainement maintenu un répertoire dans certains endroits. Enfin, en Grande Poterie, c'est à peu près sûr. Et puis donc, dans ma formation à moi, puisqu'on parle de formation, ben, à l'adolescence, à ce moment-là, les stages se font au Pont Chrétien. Je continue l'apprentissage de façon plus suivie, parce que de toute façon, j'adore ça. Moi, j'adore danser. C'est quand même une des parts de ma vie les plus importantes à cette époque-là. Mon père fait venir des spécialistes compétents de diverses régions, de divers pays. Et la plasticité cérébrale et la résistance physique dont on dispose à cet âge, enfin en gros entre 13 et 20 ans, me permettent d'engranger une impressionnante quantité de pas, de rythmes, de figures, de mélodies, de styles. Puis un jour, mon père est absent à l'heure du premier atelier. Les stagiaires attendent. Et ben, je le remplace. Je l'ai jamais fait encore, mais je me dis, il faut bien qu'ils dansent, ils sont là, hein, sans avoir réfléchi. On travaille cet avant-deux de bourrer du Berry avec ce décalage si difficile à apprendre. Et ça me plaît bien de faire ça. En fait, j'y prends bien goût, là, hein, sans avoir réfléchi à comment j'allais faire. Voilà. Donc, de l'apprentissage de la danse, je commence un apprentissage de la transmission. Et puis, comme par la suite, mon père, ben, il vieillit, comme tout le monde. Donc, je deviens son assistante hors de stage et cours hebdomadaires. Je suis jeune, alors des fois, je le conteste un peu. Il n'est pas content. Bon. Des transmissions les transmissions familiales. Alors, j'ai aussi dans mon parcours la case groupe folklorique qui est cochée. J'ai mis ma coiffe. Mon père, il adorait ça quand même, le beau spectacle folklorique. Le beau. C'est le cas. Le spectacle folklorique, c'est comme une carte postale. Il y en a des belles, il y en a des pas belles. Et dans les années 60, c'est vrai que les spectacles folkloriques fonctionnent très très bien, qu'il y a beaucoup de groupes très, très actifs. Mais je reconnais que nous sommes un certain nombre, dont mon frère, qui était un excellent danseur aussi, un excellent vielleux, à ne plus nous y retrouver dans cette carte postale. Donc, à ce moment-là, on tente d'imiter ce que font les groupes, notamment les groupes des pays de l'Est. On cherche, on tâtonne, on fait des belles chorégraphies. Et puis, la bamboche, Mélusine, Malicorne et les autres arrivent. Et c'est vrai que là, ça change beaucoup de choses et que tout d'un coup, j'en ai parlé une fois avec Philippe Prieur, et ben, tout d'un coup, ça nous a ouvert une grande porte qu'on n'avait pas réussi à ouvrir nous-mêmes, nous les gens qui avions fait du folklore. Donc dans la transmission, voilà, mon père, il a résisté un petit peu au début, il comprenait pas tout ce que c'était le folk là. Puis bon, comme c'était quand même quelqu'un d'intelligent et d'ouvert,
il a fini par accepter cette espèce ce grand changement pour lui. Alors il se trouve que là j'ai parlé beaucoup de danse, parce que mon père était danseur et que c'est ce qui m'a transmis surtout, mais il chantait bien aussi. Mais j'ai toujours adoré chanter aussi. Puis j'aime ça, et puis je chante avec les copains, et puis les gens ils me disent que je chante bien, mais moi j'ai la trouille. On me dit, toi vas-y, tu chantes un truc. J'ai une peur panique de chanter seule. Je crois qu'on m'aurait tuée à une époque plutôt que de me faire chanter seule devant des gens. Ça, mais merci Bernard Trouvet, Evelyne Girardon, ici présente, vient en Berry animer des week-ends autour du chantrade, de la voix, de la polyphonie. Là, je me régale, je découvre des trucs incroyables. Evelyne me propose de participer à l'aventure Rouler Fillette. C'est une très très grande chance pour moi. Ma copine Yannick qui est là aussi. Et c'est une autre transmission tout d'un coup par une femme et avec des femmes qui va compter quand même beaucoup aussi dans ma formation après de chanteuse-danseuse. Pendant très longtemps, quand on me demandait qu'est-ce que je faisais dans la vie, je disais j'enseigne au conservatoire. Nanana. Et maintenant, je dis je suis chanteuse-danseuse, trad. Voilà. Mais pendant très longtemps, je sais pas vous, hein, c'était pas forcément facile de dire ça. Ça faisait pas sérieux. En général, on me disait oui, mais comme métier, tu fais quoi? Bon, ben ça peut être un métier. Donc là, Rouler Fillette, c'est une autre transmission entre femmes, par Evelyne, qui me fait découvrir qu'on peut faire des polyphonies rien qu'avec ses oreilles, de l'imagination et de l'écoute, alors que je ne savais pas faire ça. Et puis que mes copines de Rouler Fillette sont très présentes dans certains moments difficiles de ma vie, parce que c'est c'est compliqué des fois de devenir chanteuse-danseuse. Donc c'est encore un moment de transmission pour moi qui est super important, qui n'est pas fini d'ailleurs, qui continue. Et puis la générosité d'Evelyne fait aussi que je commence à l'assister ou à la remplacer dans ses stages. J'ai l'habitude d'enseigner la danse, mais le chant, la voix, c'est vachement différent, surtout en musique traditionnelle, vous savez, où il ne s'agit pas de transmettre une technique vocale bien rodée, mais d'aider chacun à trouver un son, un confort, une souplesse vocale. Donc des tâtonnements, des erreurs, forcément, des réussites aussi quand même. Je me présente au DE de musique traditionnelle. Je ne me suis pas trouvée très brillante à cette épreuve, mais je l'ai eu quand même. Bon, c'était pas mal. Mais franchement, je n'avais pas aimé du tout ce moment. Je trouvais que c'était. Pourtant, bon, il y avait certainement des bonnes choses, mais moi, j'ai pas aimé du tout. Enfin bon, je l'ai eu. C'est très bien après quand on veut rentrer dans une école de musique. Et entre-temps, le conservatoire de Châteauroux, qui avait déjà ouvert un cours de vielle à roue, avant même que la musique trad soit acceptée dans les conservatoires. Merci Maurice Fleuret. C'est Jackie Couturier donc, qui menait ce cours. Et le conservatoire était prêt à mettre en place un département de musique traditionnelle sur une proposition de Claude Flagel, qui intervenait de temps en temps à Châteauroux. Ce qui fut fait, Claude a monté ce département en proposant à Françoise Ettet de venir enseigner le violon trad, Willy Soulette la cornemuse, et moi pour la danse. Alors c'est un atelier de danse qui commence timidement, puis qui s'installe. C'est un complément indispensable des cours d'instruments. Les instrumentistes trad jouent essentiellement de la musique à danser, donc pour moi c'est indispensable qu'ils sachent au moins à quoi ça ressemble et qu'ils sachent un petit peu danser. Michel Delannoy un jour vient en inspection, il s'étonne qu'il n'y ait pas de cours de chant traditionnel ici, c'est pas possible, Solange, tu dois enseigner le chant traditionnel ici. Et ça finit par arriver. Voilà. Donc j'arrive à avoir au bout d'un moment un mi-temps au conservatoire de Châteauroux, danse et chant trad. Et j'ai beaucoup aimé les échanges et l'apprentissage mutuel que ça représente, parce que le cours individuel, pour ceux qui connaissent en chant trad, c'est un truc, c'est vraiment un échange. C'est des fois un peu de la thérapie, ce qui est le plus compliqué. Mais c'est, je veux dire, la personne qui est en face nous apprend des choses, parce qu'encore une fois, je le disais, il n'y a pas une méthode, comme il peut y en avoir en chant lyrique, il n'y a pas une méthode et une technique imposée. Et ben c'est là que la transmission familiale se poursuit, parce que j'ai une fille, j'ai aussi un fils. Élodie, enfant, elle fait un peu comme moi j'ai fait, elle suit les ateliers de danse. Alors d'abord les stages, parce que les ateliers de danse c'est le soir, mais les stages qui sont en journée.
Donc elle fait quoi? Elle apprend en regardant les autres et puis en essayant et puis, elle démarre le violon avec Françoise Ettet et là, une transmission que je trouve super importante pour elle, lorsque les premières répétitions de Roulet Fillette se déroulent au château du Play, accueillies par les Thiolins de Linière, on s'en souvient les filles, hein. C'est l'été, donc elle vient avec moi. Mick Bodiment propose des activités manuelles aux jeunes qui sont là. Elle y participe un peu, mais en fait, ce qu'elle préfère, c'est nous écouter chanter. Et alors, elle vient se met dans un petit coin, puis elle nous écoute chanter. Et quand, sur la route entre Châteauroux et Le Play, moi je répète mes parties, parce qu'il y en a qui sont pas faciles des parties dans les polyphonies d'Evelyne, et ben je rame un peu, mais elle les sait déjà. C'est très énervant. Très énervant. Quand vos enfants déjà ils savent faire mieux que vous. Mais voilà, ça y est, elle a tout dans la tête. Là, ça. Les années passent, je chante ensuite en duo avec Willy Soulette. Élodie connaît tout le répertoire de la petite Laurentine par cœur. Hein. Et puis un jour, la vie, elle saute le pas et elle s'inscrit en cours de chantrade au conservatoire avec sa maman. Alors, je vais quand même vous montrer une photo d'Élodie. Ah non, ça c'est ma maman au moment où elle a fait son... Elle est bien bonne celle-ci. Non, je l'ai oubliée celle-ci, pardon. Ça c'est ma maman à l'époque où elle a fait ses bouquins sur le bon manger, enfin sur l'alimentation. Je l'avais oublié, la pauvre. Voilà. Excusez-moi. Alors, je suis pas objective du tout, on ne l'est jamais avec ses enfants, c'est normal. Hein. Pas me demander ça. Elle est douée, elle chante bien. Elle a aussi plein de choses à travailler, quant à la précision, la justesse, et puis l'histoire de tous ses répertoires. Et donc, quand elle vient en cours avec moi à l'école de musique, je trouve que c'est des super bons moments mère-fille que nous partageons. C'est vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué d'enseigner à sa fille dans le cadre d'une école. Enfin, s'il y en a qui l'ont déjà fait, ils doivent savoir que c'est un peu étrange, mais. Et puis elle devient vite un pilier très solide. Il y a un petit ensemble vocal qui se forme au conservatoire. Il y a des années, il est très très bon, des années un peu moins bon parce que les effectifs changent. Mais il y a eu une période où j'ai eu un ensemble qui tournait vraiment, ça chantait très très bien. Et donc elle était vraiment pilier. Elle commençait à essayer de faire des petits arrangements. Et puis voilà, elle vit sa vie comme tout le monde. Elle va sur d'autres chemins. Et puis un jour, elle rentre au CFMI de Tours pour préparer son DUMI. Et moi, je l'encourage fortement à cette formation qui est extrêmement large, extrêmement complète. Elle fera son mémoire sur l'ornementation dans les chansons trad, d'ailleurs, au CFMI. Et puis, elle sera engagée au Conservatoire de Nevers pour mener le cours de chant traditionnel que Sylvie Berger avait initié. Et donc là, nous voici collègues. C'est rigolo. Et on s'empresse de réaliser des projets communs entre l'école de musique de Nevers et celle de Châteauroux, et les classes de chantrade. Et un projet qui marquera particulièrement les deux équipes, on monte un concert dédié au centenaire de la mission Bruno en Berry. Tout le monde sait ce que c'est la mission Bruno? Oui, non, oui. Quand Ferdinand Bruno est venu en Berry, notamment, mais pas que, en 1913, enregistrer lui parler, mais aussi des chanteurs et des musiciens. Et beaucoup de chanteurs, c'est une grande chance pour nous. Donc sur ce projet commun entre les deux collègues mère et fille, je propose le répertoire. Élodie fait les arrangements, uniquement vocaux. Et je lui laisse souvent la direction, car moi je ne suis pas chef de chœur. Et qu'au CFMI, on a quand même quelques notions de la direction de chœur. Et puis à ce moment-là, il en arrive une autre. Il y a Margot Pasquet, dont la maman chante dans l'équipe de Châteauroux, qui découvre ce répertoire. Ça me donne soif. Alors Margot, elle chante depuis qu'elle est enfant, dans des chœurs. Elle a une habitude du chant, ça, il n'y a pas de problème. Et elle a découvert ça, donc elle vient s'inscrire avec moi au conservatoire. Elle se révèle une belle chanteuse qui chope très vite, c'est une instinctive Margot, elle chope très vite les ornementations, les manières de dire une chanson. Et puis elle écoute des collectages toute la journée dans la boutique où elle crée des vêtements. Ça, elle m'a toujours épatée, hein, parce que moi j'adore ça écouter des collectages, mais elle s'en est fait des journées entières. Hein. Et les gens qui viennent dans sa boutique, je pense, sont très surpris. Et puis il y a une relation vraiment forte entre elle et moi qui se crée comme si c'était un peu une deuxième fille, hein, franchement. Hein. C'est très vite, on échange d'autres choses et elle vient des fois assister à d'autres cours parce que ça la passionne et assister aux cours des autres, c'est génial. C'est vraiment on apprend tellement de choses en voyant les autres apprendre. J'invente rien, hein, mais c'est quand même très très important.
Et à propos de collectage, il se trouve que j'avais découvert il y a déjà pas mal de temps l'enquête du Musée national des arts et traditions populaires et du CNRS consacrée à Euphrasie Pichon, dont je ne vais pas parler parce que je crois que François va en parler, n'est-ce pas? Et j'avais bien envie quand même de sortir ces chansons et cette chanteuse-conteuse de l'oubli où elle était restée longtemps renfermée dans les placards du MNATP. Et pas toujours bien soignée d'ailleurs dans ces placards. Donc je propose à Élodie de chanter ce répertoire. On commence par La Petite Couturière, qu'on chante toujours. Et puis très vite, on se dit 2, c'est bien, mais 3, ça serait tellement mieux. Et évidemment, l'idée d'inviter Margot s'est imposée à nous et elle était ravie. Donc voilà, ça y est, il y a un trio qui naît. Et un trio, c'est pas seulement un trio de chanteuses, c'est un trio aussi où il y a tout le temps une transmission. Parce qu'en plus, entre Élodie et Margot, du coup, il y a une complicité qui s'est installée aussi, où elles se sont transmises mutuellement des choses. Le trio Euphrasie est donc né. Et on se met au travail pour créer un spectacle consacré à la Frésie. Là aussi, je choisis les chansons. Élodie fait les arrangements. Elle est décidément plus douée que moi. Je suis pas très très bonne, voilà. Ou peut-être pas assez courageuse, je sais pas. Margot fait les costumes. On décide ensemble de ce que nous voulons danser, parce que c'est un spectacle complet. Et Barbara Boischaud réalise la mise en espace. Et puis la réalisation du livre CD avec le soutien du CRMTL et les rencontres Euphrasie à Barèse pour la 2e édition cette année sont voilà vraiment un aboutissement de cette transmission qui n'est pas terminée mais qui a déjà très bien fonctionné. Je vous montre quelques photos. Celles-ci aussi sont des photos prises par Jean-Marc Suran quand le trio Euphrasie s'est produit au Son Continu en 2018. Le trio en pleine action avec notre petite Euphrasie là dans son cadre en dessous. Ça danse. Et ça danse. Et alors du coup, on a créé une compagnie qui s'appelle la Compagnie Nepeta et au sein de cette compagnie, Élodie et Margot continuent d'autres chemins musicaux. Spectacle pour enfants, spectacle de chansons françaises, spectacle de musique équatorienne parce que mon gendre est équatorien. Et elles se transmettent mutuellement des compétences. Et ça, c'est chouette aussi dans la transmission, c'est que voilà, elles n'ont pas les mêmes compétences, elles les partagent. Et là, j'ai parlé de la voix et du chant, mais elles sont l'une et l'autre de très bonnes danseuses. Et j'ai essayé de leur transmettre ce que je sais en matière de danse. Je n'ai pas terminé mon travail, je pense. Mais je voudrais leur transmettre notamment, alors tout l'avant, c'est-à-dire le collectage. C'est bien quand même des fois quand on enseigne une bourrée de savoir si quelqu'un l'a collecté ou je trouve que c'est pas mal. Enfin, moi j'ai toujours lutté pour ça, notamment dans une époque où les repères se brouillent très vite et où on me dit des fois ah ouais le cercle circassien c'est Berrichon. Oui, bien sûr. C'est pas grave quand on n'est pas enseignant de pas savoir, mais moi je tiens vraiment à ça. Voilà, je suis vieille, j'ai des méthodes d'anciennes. Mais je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. Mais c'est que c'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant de savoir qui a fait quoi avant. Donc finalement, si je reparle de ces transmissions, je n'ai pas de minuteur, mais il y a bien quelqu'un qui m'arrêtera. Parce que je voudrais vous laisser la parole. Dans mon cas, donc c'est l'accompagnement par ma mère des activités de mon père qui m'a permis cet apprentissage en toute liberté. Par l'imitation, le bain quasi permanent, la réflexion, après les doutes, les questionnements, les lectures qui viennent ensuite. Mais c'est ça, c'est en ça que ma mère, je trouve qu'elle a ce rôle vraiment d'avoir permis que je sois toujours au contact de cet enseignement. Pour Élodie, c'est l'apprentissage que beaucoup d'enfants de tradeux, entre guillemets, connaissent. On suit les stages des parents, on suit les cours, on va au bal. Voilà, donc on sait déjà faire plein de trucs. Et puis un jour, il y en a plein d'autres à l'heure actuelle, des jeunes musiciens qui sont enfants de tradeux. On s'engage vraiment dans une formation choisie. Vraiment, cette fois, qui pour aller plus loin. Donc, dans son cas, c'était le conservatoire et le CFMI, et puis d'autres rencontres. Et puis Margot, elle a commencé par l'apprentissage au conservatoire avec moi, mais elle a eu la chance, je pense qu'elle pourrait le confirmer, de pouvoir souvent passer 3 heures dans la salle où les gens venaient apprendre à chanter, parce qu'ils venaient à tour de rôle, mais elle pouvait rester et de les écouter et de s'imprégner de ce qu'ils faisaient et de voir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Donc voilà, c'est trois modes de transmission qui pour moi font partie de ma vie et sûrement de la leur aussi.
Et je crois vraiment que dans ce domaine où, même si maintenant on enseigne la musique traditionnelle dans les écoles de musique, et je l'ai fait, donc je vais pas cracher dans la soupe, il y a quand même toute une part de transmission qui se fait en dehors, qui se fait au bal, qui se fait dans des petits ateliers, qui se fait dans des rencontres impromptues, informelles, mais riches humainement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette transmission entre ma mère, moi, ma fille et Margot. Et puis, je me dis que peut-être vous avez des questions sur pourquoi Monsieur Larsen s'invite? Ah, c'est toi. Tu t'es approché. Euh, Bah, merci beaucoup de votre écoute. Merci. Merci beaucoup. Et ça marche. Ouais. Bon, effectivement, j'ai l'impression qu'il faut pas que je m'approche trop. Oui, ouais. Ah, c'est dans le sens. Ok, pardon. Donc, si vous avez des questions pour Solange Fanis, je dois vous passer le micro. Oui, oui, allez. Maxou va me poser une question difficile. Est-ce qu'à travers tout ça, on n'a pas découvert l'eau chaude, à savoir que tout repose sur l'immersion des enfants dans les pratiques des parents, qu'elles soient conscientisées ou pas. À l'époque des grandes poteries, les gamins, ils étaient là, ils vivaient leur vie quand elle est aux bêtes. Et puis après, nos gamins nous ont suivis. Ben voilà, c'était des pratiques volontaires, mais l'immersion toujours, la pédagogie de la piscine, on envoie dans l'eau, puis elle va apprendre à nager. J'y crois vraiment. J'y crois vraiment. Ça remet pas en cause tous les autres enseignements, mais quand on voit le nombre de jeunes musiciens à l'heure actuelle qui sont eux-mêmes fils de musiciens ou de chanteurs ou de danseurs et qui ont été, voilà, qui ont baigné, parce qu'on le sait bien qu'en musique, quand même, comme dans beaucoup d'arts, l'immersion, c'est quand même la plus efficace, hein. Après, on décortique, mais on avale tout, quoi. Oui, oui, ça, je prêche pour ce type d'enseignement. Le fond tombe jamais loin de là. C'est ça. Bravo. Merci Solange. J'avais une petite question à propos de Pierre. Au moment où tu t'es mis à chanter, qu'est-ce qu'il en a pensé? Comment est-ce qu'il a vécu un peu cette prise de parole qu'on a vécue ensemble en fait? Mais est-ce qu'il a eu le temps de l'apprécier et qu'est-ce qu'il en a pensé? Ben, il a été surpris. Parce qu'en fait, mais je chantais pas beaucoup devant les gens. Je chantais tout le temps, moi, dans ma chambre, dans les escaliers. Je chantais tout. Ma mère aimait beaucoup écouter Carmen, alors je chantais tout Carmen chez moi. Mais en fait, il était un peu surpris. Parce qu'il m'avait pas beaucoup, ou alors il avait pas fait très attention. Et quand il a vu le premier spectacle de Roux les Fillettes à Saint-Chartier, il était très surpris. Très surpris. Après, très heureux. Si, très, très heureux, très fier, mais c'était un papa, hein. Mais ouais, surpris parce que je lui avais dit que je commençais à faire des stages de chant. Il me dit: «Ah ouais, c'est bien, oui, bon». Bon, voilà, il était déjà âgé quand même, mon père, là. Et ça a été pour lui une surprise, vraiment. Mais une bonne. Merci Solange. Dans tout ce que tu as dit, il y a peut-être un élément qui est méconnu des plus jeunes d'entre nous, c'est le passage du ministère de la Jeunesse et des Sports au ministère de la Culture, en 3 générations. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et on va maintenant céder la parole à François Gannot, qui est notre espion infiltré dans les arcanes des archives les plus nationales qui soient, et qui a justement suivi ces modifications de structure et ces grandes instances nationales, tant au point de vue ethnographique que folklorique, et qui un jour nous gratifiera d'une histoire générale du revival, sa vie, son œuvre, de la libération à nos jours. Merci Solange.